de plus en plus, je pense effectivement que c'est une sorte de lettre. Hein. C'est une sorte de lettre, de longue lettre, de lettre infinie, à l'infini, qui est en même temps une sorte de petite annonce. Non mais c'est vrai, je le vois comme ça m'amuse bien de le voir comme ça. Cherche lecteur désespérément, enfin cherche ami lecteur désespérément, quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça nous ramène un peu Montaigne vers des choses un peu qu'on pourrait trouver un peu mièvres, mais il le dit qu'il cherche quelqu'un. Si j'avais eu quelqu'un à qui parler. Si j'avais eu quelqu'un à qui parler, c'est quand même pas rien. Hein, voilà. Et ces motivations-là, elles me paraissent importantes. Moi, je veux bien qu'on réunisse un certain nombre d'éléments qui permettent de dire que les essais ont pu servir. Ils ont été présentés au roi Henri III quand même. Hein. Ils ont offert au roi Henri III que ça pouvait servir une carrière, oui. Parce que je sais, pour avoir vu ça dans les notes des annales du Nicole Gilles, qui est à Paris, que Montaigne révisait ses généalogies, et il y avait des marques évidentes de l'ambition de quelqu'un dont le père était mort et qui avait pris sa suite et qui voulait continuer à grimper. Pas à Bordeaux, désolé, et même pas comme maire de Bordeaux, mais Paris, s'il vous plaît, hein, c'est ce qu'il demande dans les 2 lettres qu'il écrit à Henri IV à la fin. Quand Henri IV est Henri IV, qu'il est à Tours, il lui dit venez à Tours, et Montaigne dit non, hein, à Paris. Et puis la deuxième dit à Paris, voilà. Hein, Paris, cette ville que j'aime tendrement, je ne suis français que par cette ville. Voilà, c'est terrible. Mais pour les Bordelais, c'est pas très très agréable. Mais il avait en tout cas pas l'intention, je pense, de faire une vraie carrière juridique au Parlement. En tout cas, dès que son père est mort, les choses se présentent plus comme ça. Mais alors, il y a ça, je le sais. Mais dans de l'oisiveté, hein, un tout petit chapitre, un 8, qui est en rapport avec l'inscription murale de chez Montaigne, du cabinet de chez Montaigne. Quand à 38 ans, il pense de bonne foi, il pense pouvoir être retraité à 38 ans, c'est pas un slogan, et il dit... il y fait référence dernièrement que je pensais me retirer, etc. Pour profiter là de la cour, là de tout ça, pour pouvoir enfin, la cour du Parlement de Bordeaux, pour pouvoir enfin profiter ça au milieu des muses, et consacrer mon temps à moi, etc. Je me suis aperçu, c'est la découverte de beaucoup de retraités, ça, de jeunes retraités. Je me suis aperçu que alors je vais dire ça sans vulgarité, que je m'ennuyais très très fort et que surtout que mon esprit faisait le cheval échappé et qu'il me fournissait je ne sais combien des fantasmes, des choses bizarres. Il faut que je mette ça par écrit pour le régler. Vous voyez, il y a un côté thérapeutique que Flaubert, à mon sens, avait bien vu, hein, quand il dit, Flaubert, à une jeune femme qui lui dit ça va pas, enfin en gros, qui se plaint, il lui dit lisez du Montaigne, ça vous fera du bien, quoi. Il prescrit du Montaigne comme livre de santé. Et je pense, je mêle ça à ce que, je pense que pour moi c'est de cela qui s'est agi, en tout cas. Je viens de travailler sur les lettres de Montaigne et mes lettres, y compris les lettres qui sont à l'intérieur des essais. Il y a beaucoup de lettres à l'intérieur, des dédicaces, des bouts de lettres dans les essais. Hein. Puis aux lecteurs, c'est un peu ça aussi. Et ces lettres, et il y a surtout cette réflexion, cette remarque de Montaigne, je ne sais plus où elle est. Au fond, si mes humeurs plaisent à quelqu'un, hein, et si ces humeurs me plaisent, il suffit de me siffler en paume, hein, je lui irai offrir des essais en chair et en os.
je lis, moi, de plus en plus les essais. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a d'autres façons de lire les essais sociologiques, historiques. On peut même penser que c'est un élément dans une carrière qui veut... ça a été dit récemment, je donne pas de nom, hein, ça a été dit récemment par un ami qui l'a écrit, voilà, une sorte de Montaigne carriériste, en quelque sorte, au moins jusqu'à la Bastille, jusqu'à l'embastillement. Hein. Oui, c'est une lecture tout à fait possible et qui est nourrie d'un certain nombre d'éléments. Moi, je sais que je suis plus sensible, comme d'autres, à la sociologie, moi à la psychologie, finalement, et je vois très bien Montaigne. Ça a été dit, ses amis lui ont dit qu'il devrait faire de la littérature épistolaire à un moment donné. Laisser les essais pour les lettres, écrire des lettres à l'italienne. Hein, et il y en a d'autres qui lui ont dit « Oh, tu devrais faire de l'histoire. L'histoire contemporaine, tu parlerais de tout toi qui a côtoyé les princes et tout, c'est ça que tu devrais faire. » Je ne sais pas quels sont ses amis qui lui ont conseillé de délaisser les essais, mais il le connaissait visiblement pas beaucoup, ou pas suffisamment. Et amis ou parents, ou je sais pas quoi. Voilà. Enfin, faire un livre, un vrai, quoi. Et alors, il y a pensé, il a eu des idées de faire un livre sur un registre des morts célèbres. Quelque chose de bizarre. Sur les armes d'épargne. Mais enfin, ça lui tombe des mains assez vite. Hein. Voilà. Ce livre qui reprend, qui laisse, qui va reprendre quand il passe, oui, ça lui convient. Celui qui sait ça très bien, c'est Montaigne lui-même. Je crois que c'est sa particularité, justement, par rapport à d'autres auteurs. Ça n'est pas qu'il passe son temps à se regarder le nombril, mais quand il écrit, il se relit, et c'est pour ça qu'il écrit aussi, c'est quand même une expérimentation, hein, c'est pas seulement un soin, hein, c'est pour expérimenter, éprouver, tester ce qu'il en est, taster, comme taste-vin, goûter, enfin tous ces sens sont les sens du mot essai, hein. Voir ce qui chez lui bouge, beaucoup de choses, mais pas tout, et ce qui reste. C'est qui Montaigne, n'est-ce pas? Que sais-je de Montaigne? C'est un peu la question qu'il pose. Et c'est important, cette question, parce que si je ne sais rien de Montaigne, si j'ai pas compris qui était Montaigne, comment est-ce que je peux dire Montaigne pense ceci, Montaigne pense cela? Quand je dis ça, je parle comme Montaigne parlerait. Comment puis-je dire je pense que de façon, il faut bien que je vois si, bien sûr qu'il y a des arguments, etc., mais il teste son jugement. La plus ou moins fermeté et constance de ses opinions et fantaisies. Alors il y a des choses, on dit qu'il doute, hein, oui, enfin, il y a un passage qu'on connaît bien, mais enfin, au milieu de l'apologie de Raymond Sebon, oui, il est pyrrhonien, il est sceptique, Montaigne, oui, mais en ce sens que skeptomai, hein, comme c'est écrit sur une poutre, ça signifie je continue à chercher, je continue d'examiner, j'ai pas fini. Voilà, hein, c'est ça que signifie skeptomai. Et epeko, ça signifie, il y traduit, lui, epeko c'est aussi là, et il avait un jeton avec le mot grec epeko, qui est la devise, le refrain, comme il dit, des sceptiques pyrrhoniens. Et il dit, il met epeko, mais comment traduire ça? Alors lui, il traduit, je soutiens, je ne bouge. Lui, Montaigne, je soutiens, je ne bouge. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'engage pas? Pas du tout, il s'engage. Mais je soutiens, je ne bouge. Et je soutiens, il y a un passage où il en parle comme du mot des joueurs de paume. Je soutiens, vous savez que tenez, tennis vient de tenez, s'engage, et l'autre tenez, bon, est prêt, hein, prêt. Et l'autre, je tiens, je soutiens. Et je soutiens, c'est l'immobilité très relative et balancée un peu de celui qui va recevoir la balle et qui s'apprête à réagir.
Hein, c'est pas du tout, c'est une préparation. Ça tient plutôt des arts martiaux, cette chose-là, finalement, si on veut faire des comparaisons avec aujourd'hui, que de l'absence tout à fait molle, hein, de réaction. C'est le contraire.